Bonjour, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants de cette session invitée sur l'avenir du Brésil dans la mondialisation. Donc un thème qui est d'actualité, notamment après le résultat des élections présidentielles au Brésil le 30 octobre dernier, et aussi la prise de fonction du nouveau président, Lula, qui doit intervenir le 1er janvier 2023. Je voudrais tout d'abord remercier, vraiment un grand merci à Michel Fouquin, qui a eu l'idée de cette session invitée et m'a aidé à la préparer. Donc, je pense que Michel doit être en ligne et donc, je voulais lui dire un grand merci. Donc, l'objet de cette session est vraiment de tirer les leçons des décennies récentes dans l'économie brésilienne et de se projeter un peu dans l'avenir. Alors, clairement, disons, la ouverture à l'international de l'économie brésilienne, la discipline budgétaire et la politique de réduction des inégalités ont permis au Brésil, après la longue crise de la dette des années 80-90, de connaître une phase d'expansion qu'on peut considérer remarquable. Et donc, les conditions macroéconomiques sont clairement, disons, très favorable par rapport à ce que le Brésil a connu dans les décennies passées. Cependant, cette ouverture internationale s'est aussi traduite par un renforcement du poids des secteurs primaires dans son développement. Cette spécialisation, évidemment, est favorable tant que les prix des matières premières sont élevés, mais quand le cycle, le boom des commodities prend fin, évidemment, ces conditions deviennent beaucoup moins favorables et peuvent même poser des problèmes structurels. Donc, le développement soutenu de l'agrobusiness pose aussi des problèmes en termes d'environnement qui sont majeurs. Ça serait aussi intéressant d'en discuter sur les secteurs industriels. La question de la diversification, de la spécialisation et l'intégration du Brésil dans les chaînes de valeur globales est toujours un peu ouverte. Finalement, je dirais que la stratégie d'intégration régionale du Brésil et aussi le rôle du Brésil en tant que leader global au sein des BRICS, ainsi que la coopération sud-sud, se sont un peu ralentis. Donc, sur tous ces différents points, donc, je pense que c'est intéressant qu'on se pose donc, quelles seront les réponses probables, vraisemblables, mises en œuvre par la nouvelle donc, administration qui va prendre donc, fonction au 1er janvier. Donc, pour aborder ces questions, nous avons un excellent panel de 3 experts. Tout d'abord, Jens Arnold. Alors, Jens est chef de division dans le département des affaires économiques de l'OCDE. Il a été responsable pour plusieurs études économiques de l'OCDE sur le Brésil. D'ailleurs, cela, ça me fait, disons, un retour dans le passé, puisque j'ai fait en 2000 la première étude économique sur le Brésil au sein de l'OCDE. Donc, je vois qu'Jens a continué donc, ce mouvement, disons, en fin de rapprochement entre l'OCDE et le Brésil. Après, nous aurons Cristina Terra, qui est professeure d'économie à l'ESSEC Business School à Paris. Donc, Cristina est docteur en économie de l'université de Princeton. Elle a enseigné en France, au Brésil, aux États-Unis. Et elle est aussi notamment directrice d'études supérieures à la Fondation Getúlio Vargas au Brésil. Vous connaissez très bien l'économie brésilienne. Et finalement, Carlos Kenan. Alors, Carlos est professeur d'économie à l'université de la Sorbonne Nouvelle et vice-président de l'Institut d'Esprit. Alors, le déroulement de cette session, nous allons donner la parole d'abord à Jens, puis à Christine, puis à Carlos, pour des interventions d'environ 10-15 minutes maximum. Alors, éventuellement, nous aurons un deuxième tour rapide de questions, et puis j'ouvrirai le débat pour les questions en ligne des participants. Donc, voilà, je donne tout de suite la parole à Jens pour les perspectives, disons, plus macroéconomiques. Jens, tu as la parole pour 10-15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joachim. Je vais juste voir comment je fais là maintenant pour montrer ma... Ah, voilà, là, voilà. Parfait. OK. Donc, pourtant, là, je ne peux pas changer. Si, je peux changer. Très bien. OK. Donc,
on vient de me convaincre d'essayer de faire de la présentation en français, donc je vais essayer si ça marche. A priori, j'avais pensé de parler en anglais, mais je vais voir comment ça se déroule. Donc, en fait, en partant un peu de la situation macroéconomique, donc le Brésil, comme presque toutes les autres économies, a eu une chute de son PBI énorme dû à la pandémie. Mais après, le Brésil a aussi montré une récupération très, très forte avec une croissance de 4,9% déjà en 2021 et pour cette année, probablement quelque chose un peu au-dessous de 3%. Donc, quand même une récupération très, très remarquable. Et ça se voit aussi sur le marché de travail. Donc, l'emploi s'est récupéré assez bien avec des niveaux d'emploi qui maintenant sont déjà au-delà de ce qui était le cas avant la pandémie. Et le chômage a également baissé au-dessous des niveaux que nous avons vus avant la pandémie. Pourquoi cette forte récupération? En grande partie, je pense qu'il faut mentionner dans ce contexte le fort appui de la part des politiques macroéconomiques, tant de la politique monétaire comme de la politique budgétaire. Donc, ce graphique montre le scénario de la politique monétaire. Le Brésil a réagi de manière très rapide. Malheureusement, on ne voit pas vraiment les dates là, ça s'est changé d'une manière difficile à voir. Mais donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand la pandémie est arrivée, le Brésil a tout de suite baissé les taux directeurs de la politique monétaire. Ceci s'est traduit à une descente très importante du taux d'intérêt. Et maintenant, en 2021, quand l'inflation a subi au Brésil et a monté au Brésil comme dans beaucoup d'autres pays, en fait, la Banque centrale brésilienne était une des premières à monter les taux d'intérêt et ceci dans une forme très, très décisive. Donc, on voit vraiment là dans la ligne bleu, une forte augmentation du taux directeur de la politique monétaire qui se situe actuellement un peu au-dessous de 13%. La même chose du côté de la politique budgétaire. En fait, le Brésil a eu une des réponses budgétaires, une des réponses fiscales les plus importantes dans le monde des pays et des économies émergentes. Avec 9% du PIB, c'était presque à la hauteur des pays avancés et certainement très, très fort en comparaison avec d'autres pays émergents. Ceci nous a laissé une situation fiscale relativement difficile. Donc, on voit une augmentation de la dette publique qui est notable avec des niveaux aux alentours de 78% maintenant, ce qui est très élevé pour un pays émergent. Et cela veut dire aussi que le Brésil paye en fait une lourde charge pour le service de cette dette publique, comme on verra dans cette prochaine graphique là. Donc, le Brésil paye presque 7% du PIB en termes d'intérêt, ce qui est, juste pour comparaison, à peu près la même somme que le Brésil dépense pour tout son budget d'éducation publique. Donc, c'est vraiment une dépense très, très importante. Ce que nous voyons aussi, c'est que dernièrement, on a eu une nette amélioration des indicateurs fiscaux budgétaires, donc une réduction des déficits total et même un passage à un superavit primaire. Donc, en fait, vraiment un grand changement après, bien sûr, le grand stimulus fiscal qu'on a vu pendant la pandémie. Alors, le Brésil se trouve toujours avec des défis qui sont de matière plus structurelle, donc surtout une
dépense publique qui est très, très élevée pour un pays émergent. Donc, le Brésil se situe juste au-dessus ou plutôt pareil que la moyenne de l'OCDE, sachant qu'en général, les économies émergentes ont des dépenses ou des tailles de son secteur public beaucoup moins élevées que les pays de l'OCDE. Donc, c'est vraiment une lourde charge. Et en plus de cette somme, il y a aussi des importantes inflexibilités. Donc, en fait, aux alentours de 93% du budget est fixé par des dépenses obligatoires qui sont souvent même mentionnées dans la Constitution. Donc, en fait, le gouvernement en charge ne dépose que de 7% de son budget total pour ses priorités en termes de politique budgétaire. Donc, c'est vraiment une rigidité très, très grande que le Brésil a voulu changer, en fait, avec l'institution d'une nouvelle règle fiscale qui limitait les dépenses publiques en 2016. L'idée, c'était que justement, cela engendrait des réformes qui donneraient plus de flexibilité au budget national, au budget public, sauf que ça ne s'est jamais produit. Donc, on a maintenant des fortes tensions où la règle sur les dépenses publiques qui limite les dépenses publiques est plus ou moins impossible il est impossible de rester dans cette règle parce que justement, il y a des fortes pressions de la part des dépenses obligatoires. Donc, ça nous laisse avec une situation qui génère beaucoup d'incertitude. Donc, les marchés ont des préoccupations sur le futur et sur la soutenabilité de la dette publique au Brésil. Et en fait, pour assurer la stabilité ou la stabilisation de la dette publique en pourcentage du PIB, il faudrait vraiment un grand ajustement fiscal de l'ordre de presque 4% du PIB. Donc, c'est vraiment une situation qui a besoin d'une nouvelle solution maintenant avec le nouveau gouvernement. Et ça va être clairement un des principaux défis du nouveau gouvernement. Après, pourquoi cette dépense? Bon, il y a cette dépense tellement élevée, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà un secteur public, donc des employés publics qui pèsent assez lourd, donc presque 14% du PIB pour les salaires des fonctionnaires publics, ce qui est relativement élevé en comparaison internationale. Après, il y a une grande quantité de crédits d'impôt, d'exonération d'impôts, de subventions qui souvent ont des effets distributifs plutôt régressifs. Donc, ça veut dire que c'est les parties les plus aisées de la population qui se bénéficient de ces bénéfices plus que d'autres secteurs de la population. Et même au sein des dépenses sociales, il y a des défis de ciblage, disons, les barres bleu ici montre la dépense publique en pension et sécurité sociale. Ces dépenses sont fortement concentrées dans le quintile de la population qui a les revenus les plus élevés. Et donc ça fait à peu près 8-9% du PIB. Alors qu'il y a d'autres programmes sociaux, notamment le programme Bolsa Familia, qui ne coûte que 0,5% du PIB et qui est fortement concentré dans les secteurs avec les revenus les plus faibles. Donc, c'est clairement un instrument avec un effet redistributif beaucoup plus important. Ceci
le graphique sur la pauvreté et les inégalités. Donc, le Brésil a un niveau d'inégalité qui est très, très élevé en comparaison internationale. Il y a une tradition depuis l'année 2000 de descente de cette inégalité et aussi de cette pauvreté. Mais dernièrement, on a vu que cela a remonté, sauf que pendant la pandémie, en fait, la pauvreté et les inégalités ont diminué nouvellement, et ça, c'était le fruit des programmes budgétaires qui ont réduit énormément le taux de pauvreté et avec ça, l'inégalité au Brésil. Néanmoins, à moyen terme, la situation nous fait des soucis. Donc, il y a une mobilité sociale au Brésil qui est très, très inférieure que dans d'autres pays. Cela prend plus de 8 générations pour un enfant d'un foyer avec des revenus bas pour atteindre la moyenne de revenus. Donc, c'est vraiment un indicateur de mobilité sociale très limitée. En plus, il y a des défis structurels qui ont été là depuis un grand moment et qui étaient très visibles, en fait très prévisibles même. Donc, le Brésil s'est bénéficié d'un bonus démographique très important pendant les derniers 20 ans. Donc, nous voyons que la partie de la population qui était en âge de travailler, donc c'est notamment la partie verte ici, s'est expandie, mais cette tendance va se revertir maintenant, va aller en arrière, et donc cela veut dire que le Brésil n'aura plus ce bonus de croissance qui permettait une croissance des revenus par tête sans qu'il y ait en même temps une croissance importante de la productivité. En fait, la productivité a plutôt descendu au long des dernières années. Donc, cela implique un grand défi pour le futur, pour l'avenir. Ce n'est pas clair d'où viendra la croissance du Brésil dans l'avenir si le pays n'est pas capable de faire des importantes réformes structurelles qui permettraient une croissance plus forte de la productivité. Et donc là, dans ce domaine-là, on voit plusieurs défis pour le Brésil. Déjà, une régulation assez restrictive sur les marchés de produits qui réduit la compétence entre les entreprises et qui génère des rentes, donc des monopoly rents, et qui en même temps limite les incitations à l'innovation au sein de ces secteurs. Après, il y a un système tributaire qui est extrêmement complexe. Ce graphique montre les heures qu'une entreprise typique a besoin pour déclarer ses impôts, et le Brésil est vraiment un des pays ou plutôt le pays avec le système tributaire le plus complexe dans ce graphique. En même temps, il y a des problèmes, des défis en termes d'infrastructure. La qualité de l'infrastructure au Brésil est toujours relativement basse, même au sein des pays ou des économies émergentes. Puis, il y a aussi des défis, notamment dans le domaine de l'éducation. Donc, dans notre étude PISA de l'OCDE, le Brésil est un des résultats les moins favorables, même s'il y a eu une importante augmentation au long des derniers 20 ans. Mais quand même, il reste des défis importants. Et ceci est aussi le cas pour la population adulte, où nous avons des taux d'éducation primaire complète, d'éducation secondaire complète, qui est encore bien au-dessous d'autres pays, même d'autres pays émergents. Puis la formation professionnelle est aussi un point où le Brésil a une bonne marge d'amélioration. Il y a juste au-dessus de 10% des étudiants dans l'éducation secondaire
qui bénéficient de contenu de formation professionnelle. Alors, c'est un système qui est toujours, qui a un ciblage très, très académique, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution pour une grande partie des étudiants. Donc, cette manque ou ce niveau bas de progrès en matière d'éducation se traduit aussi dans un taux important d'informalité dans le secteur, dans le marché laboral. Il y a à peu près un tiers de la population qui est en situation informelle et il y a une forte corrélation, comme montre ce graphique, avec l'éducation pour cette variable. Maintenant, je vais peut-être passer ces graphiques-là et juste dire quelques mots sur un autre défi qui me paraît très important pour le Brésil. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Le Brésil a fait des importants progrès dans ce domaine avec une descente importante, mais maintenant, dans les dernières années, ces émissions ont augmenté nouvellement et il y a une explication au moins qui est très importante pour ça, c'est la croissance nouvellement de la déforestation dans la forêt de l'Amazon. Donc, après des longues années de chute de cette déforestation, cette déforestation a augmenté nouvellement dans les dernières années et ceci nous fait de grands soucis. En même temps, le Brésil a un énorme potentiel en matière d'énergie propre, en matière d'énergie soutenable. Donc, ceci montre le coût d'installation de l'énergie éolique au Brésil et ce coût a énormément descendu et on estime que le Brésil est peut-être avec le Chili un des pays avec le plus grand potentiel de génération d'énergie de sources soutenables. Donc voilà, avec cela, je termine ma présentation. Merci beaucoup. Vraiment clair de la situation macroéconomique. Donc on voit effectivement qu'on peut dire sont élevés, mais disons de fragilité reste évidemment donc la question de la dette qui a augmenté et surtout le service de la dette, la question de la rigidité donc des dépenses, la difficulté à avoir des politiques contracycliques et puis quand le Brésil met en place des politiques contracycliques comme ça a été le cas pendant le Covid, on a l'impression qu'il paye très cher. La question de la simplification donc du système de taxation, donc complexe, c'est des choses dont on discute depuis très très longtemps et qui restent encore des sortes de goulots d'étranglement, disons, de la croissance au Brésil. Merci beaucoup, Jens. Donc, je donne tout de suite donc, la parole à Christine qui va maintenant aborder un peu plus, disons, en détail ces questions de la place du Brésil dans la mondialisation, la stratégie du Brésil dans la mondialisation. Christine, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Joaquin. D'abord, merci beaucoup pour m'inviter pour participer à cette table ronde. Ça fait toujours bien de parler de mon pays. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que je suis professeure à l'ESSEC Business School. J'étais professeure à la Fondation Getúlio Vargas avant de venir en France. Je vais partager mon écran, donc j'espère que cela va marcher. Est-ce que vous voyez bien mon écran, ma présentation? Je ne vous vois plus. Donc, si je n'entends rien, je continue. Bon, je crois que ça tombe bien, la combinaison entre ma présentation et la présentation de Jens, parce que je vais commencer avec une perspective historique pour comprendre comment on est arrivé où on est maintenant au Brésil et pour mieux comprendre quels sont nos défis aujourd'hui. Donc, il y a 40 ans, entre 88 et 94 au Brésil, c'est ça qu'on appelle la décennie perdue.
On était dans la hyperinflation, des récessions, une faible croissance. C'était une période très difficile suite à la crise de la dette qui a fait un peu partout en Amérique latine. Un événement important, c'était en 90, il y a eu l'ouverture de l'économie brésilienne et cela a eu des impacts importants pour l'économie dont je vais parler tout à l'heure. Les choses ont commencé à améliorer à partir de 94 quand Fernando Henrique Cardoso a réussi à atteindre une stabilité macroéconomique dans les pays qui était en fait appuyée sur un trépied des austérités fiscales, ciblage de l'inflation par la Banque centrale et un taux d'échange flottant. Et avec le gouvernement de Lula, les premiers entre 2003 et 2006, Lula a maintenu ce trépied de stabilité macroéconomique et il a augmenté les politiques sociales qui avaient été lancées par Fernando Henrique, mais il a beaucoup augmenté. Il a lancé les Bolsa Familia, dont Jens a aussi parlé. Et en fait, c'était une période où, grâce à cette stabilité macroéconomique, comme on n'avait pas à étendre de feu tout le temps, on pouvait en fait se projeter davantage sur le futur et investir, faire ces renforcements institutionnels. Et ce qui était incroyable ces années-là, c'était la diminution de la pauvreté, la diminution de l'inégalité. Le Brésil est un pays très, très inégal. Et donc, c'était dans une période glorieuse, on peut dire, du Brésil. Et j'aime bien ces graphiques-là. Dans ces graphiques-là, nous avons le taux de croissance des revenus par décile des revenus. Donc, on fait l'ordonnement de tous les citoyens brésiliens par ordre des revenus. Et la première tranche correspond à 10% plus pauvres du Brésil. Et ce qu'on voit, c'est que pendant cette période entre 2004 et 2014, les plus pauvres du Brésil sont ceux qui ont eu une augmentation de revenus la plus importante. Tandis que les derniers déciles, donc le côté droite du graphique, ça correspond aux plus riches. Et on voit, tout le monde a eu une augmentation en moyenne, une augmentation des revenus, mais les plus riches, l'augmentation des revenus des plus riches était plus petite que l'augmentation des revenus des plus pauvres. Donc, voilà une autre façon de voir la diminution des inégalités au Brésil. Ensuite, après 2007 et surtout après 2008, les choses commencent à changer un peu. Les choses ne sont pas si roses encore, ne sont pas toujours si roses comme avant. Surtout après la crise financière mondiale de 2008, Lula a commencé une politique d'expansion budgétaire pour faire face à la crise et un renforcement de la politique industrielle qui avait commencé avant, mais c'était encore un peu timide. Et maintenant, cette politique industrielle devient plus étendue, plus forte. Et Dilma Rousseff, qui a succédé Lula, elle a renforcé ses politiques industrielles, elle a complètement abandonné les trépieds de stabilité macroéconomique. Donc, du coup, l'inflation a augmenté, et surtout cet approfondissement des politiques industrielles. Il y avait une politique pour ce qu'on appelait les champions nationaux, c'est-à-dire les gouvernements choisissaient des entreprises championnes pour donner des crédits subventionnés dans le but de créer cette entreprise mondiale. Il y avait aussi des règles de contenu local qui disaient que une entreprise qui achetait ces intrants de firmes locales, elles avaient accès à un crédit subventionné aussi. Donc, il y avait beaucoup de politiques qui provoquaient en fait une distorsion dans l'économie. Et avec toutes ces distorsions, ce qui s'est passé en 2015-2016, bon, il y a eu des scandales de corruption. Bon, ça n'a rien à voir avec l'économie, même si cela a un impact, bien sûr, sur l'économie. Et le Brésil a subi la pire récession de l'histoire brésilienne. On avait les 10 années, la décennie perdue d'il y a 40 ans. Maintenant, pendant ces 2 ans, on a tout perdu, en fait. C'était 2 années où les PIB brésiliens a diminué de 7%. Comme une figure parle plus que 1000 mots, je ne sais pas s'il y a si on dit ça en français. Là, on a la croissance du PIB par année. Et là, on voit 2015-2016 la chute du PIB, la forte récession au Brésil.
Bien sûr, il y a eu la diminution des prix des matières primaires, mais la fragilité de l'économie brésilienne a fait que nous avons subi cette forte récession à cause, en fait, de ces erreurs de politique économique des années précédentes. Et ce qui est important de tenir en tête, on n'a pas encore récupéré les PIB. Donc, la ligne bleue claire, la ligne plus haute, elle montre l'évolution du PIB lui-même au long du temps. Et c'est qu'on voit, qu'on voit là, à partir de 2014, il y a eu la chute. Et après, les PIB augmentent petit à petit, mais on n'a pas atteint les niveaux du PIB que nous avions en 2013. Et on voit bien sûr la bosse vers les bas de la crise du Covid. Et la ligne bleu foncé, c'est une mesure d'extrême pauvreté. Jens nous a montré une diminution de la pauvreté jusqu'à 2020. Mais là, pour l'extrême pauvreté, en fait, l'extrême pauvreté a commencé à augmenter en 2014 et maintenant, après la crise Covid en 2021, il y a eu une franche augmentation de la pauvreté très extrême. Il y a des études qui estiment que 33 millions de Brésiliens n'ont pas assez à manger, ce qui est une statistique très triste. Et là, nous avons le taux de croissance annuel du revenu, de nouveau par tranche des revenus, maintenant c'est entre 2014 et 2021. Désolé, c'était écrit là 2004-2014. En fait, c'est entre 2014 et 2021, c'est-à-dire après la crise de 2015-2016. Et on voit qu'après cette crise 2015-2016, les revenus ont diminué dans toutes les tranches, pour chaque décile. Et en fait, pour les premiers déciles, pour les plus pauvres, c'est eux qui ont subi la plus forte diminution du revenu. Donc, l'inégalité a augmenté après cela. Je trouve que là, c'est très flagrant, cette différence ici. Bon, parlons un peu de l'industrie au Brésil. Donc, vous avez entendu qu'au Brésil, c'est trop agricole prend de la place. Mais en fait, l'industrialisation au Brésil, elle a été achevée grâce finalement à beaucoup d'aides du gouvernement, avec beaucoup de protections surtout, des crédits subventionnés, et ce qui a créé une industrie bien d'accord diversifiée, mais qui dépend de cette aide du gouvernement, qui ne peuvent pas faire face à la compétition internationale. Et ce qui se passe si on protège des secteurs ou des entreprises spécifiques, il y aura un coût plus élevé à la production industrielle nationale. Parce que si on protège quelques-uns, par conséquent, on est en train de, disons, déprotéger les autres, donc ça crée une distorsion de l'économie. Et si on protège les industries, ou si on donne des subventions et des incitations à des entreprises qui ne sont pas très productives, ça va diminuer l'efficacité de l'économie comme un ensemble. En plus, avec toute cette protection, finalement, c'est les citoyens qui financent ces subventions, qui financent ces exonérations fiscales, dont Jens a aussi parlé. On a beaucoup d'exonérations fiscales au Brésil. Et on a accès à des biens industriels qui finalement sont plus chers et de moins bonne qualité par rapport aux marchés internationaux. Et ce qui s'est passé, quand il y a eu l'ouverture commerciale dans les années 90, avec plus de concurrence et accès aux intrants importés, la productivité de l'économie a augmenté. Mais après, avec les politiques industrielles qui a augmenté la distorsion et les aides au secteur spécifique, ça a en fait diminuer la productivité de l'industrie brésilienne. Je trouve qu'une mesure très intéressante pour montrer ça, c'est cette mesure d'efficacité d'allocation. Et cette mesure, elle est suivante. Si l'allocation des ressources dans l'économie elle est efficace, on devrait observer que les entreprises les plus productives devraient avoir une part du marché plus important.
et bien sûr les moins productifs, une part du marché moins importante. Et c'est ça que l'efficacité d'allocation mesure. Dans les graphiques à gauche, dans les barres, vous avez une comparaison internationale de la moyenne de l'efficacité d'allocation au Brésil. Et on voit qu'au Brésil, l'efficacité d'allocation est beaucoup plus faible que ces autres pays-là, l'Italie, l'Espagne, France et le Royaume-Uni. Mais ce qui est plus intéressant, pas dans le bon sens, c'est les graphiques de droite, l'évolution au Brésil. On voit que l'efficacité d'allocation, elle est plus ou moins stable depuis la fin des années 90 jusqu'à 2005. Et à partir de 2005, cette efficacité diminue. C'est-à-dire, à partir de 2005, la part du marché des firmes moins productives augmente. Et ça, coïncidence ou pas du tout même, cela est exactement la période où il y a eu une augmentation des politiques industrielles au Brésil. En fait, ces politiques qui interviennent directement dans les processus d'industrialisation et qui donnaient des subventions à certaines entreprises, à certains secteurs, et qui finalement a créé beaucoup de distorsions dans l'économie. Et en fait, les problèmes du fond, si on veut que l'industrie brésilienne expérimente une croissance forte, il faut résoudre les problèmes pour faire des affaires au Brésil. Il y a cet indice qui est calculé par la Banque mondiale, qui est l'indice des facilités de faire des affaires. Donc, en fait, Jens, il a monté une mesure de cet indice. Cet indice, il mesure plusieurs différents aspects, différentes dimensions pour la facilité de faire des affaires. Une de ces dimensions, c'est le nombre d'heures de travail pour payer les impôts. Et c'est ça qu'on avait vu dans les graphiques de Jens, que le Brésil, il sort de l'eau aussi, pas dans le bon sens, dans cette mesure-là. On a besoin d'énormément d'heures de travail pour payer les impôts. Et c'est pas à cause du coût de l'impôt. C'est combien d'heures de travail pour faire la bureaucratie, pour savoir à qui payer, combien payer et comment payer. C'est pour ça qu'on dépense en temps d'heures de travail. Là, on a les résumés. Cet indice résume toutes ces dimensions et on fait un ranking des pays. Et le Brésil est classé dans son classement, il est 124 parmi, c'est pas 180 ou 170 pays, je sais pas trop. Enfin, en gros, c'est pas très bien classé. Et en fait, les bonnes politiques, au lieu d'aider des secteurs spécifiques ou des fermes ou des entreprises spécifiques, les meilleures politiques seraient en fait de créer des conditions plus favorables à faire des affaires et laisser les entreprises qui sont plus productives prendre leur place. En fait, là, je fais un petit résumé de genre de politique qui serait souhaitable d'avoir pour débloquer la croissance au Brésil. Quelques-unes qui ont déjà été faites et quelques autres à faire. Bon, d'abord, il y a certaines politiques, elles sont très... Et pourquoi c'est difficile de les faire? C'est ça les messages principaux. Certaines de ces politiques sont très impopulaires. Par exemple, changer le système de retraite, faire un équilibre budgétaire, parce qu'on sait que quand les budgets n'est pas équilibré, à la fin des fins, on aura de l'inflation et là, ça sera mauvais pour tout le monde. Sur ces politiques impopulaires, il y a eu quelques-unes qui ont été mises en place. Il y a eu la loi de responsabilité fiscale de l'année 2000 qui essayait de contraindre la dépense des gouvernements. Enfin, donc sur les papiers, ça marche très bien, dans la pratique, moyennement bien. Ensuite, en 2016, il y a eu la loi sur les plafonds des dépenses. Donc, l'idée, c'est de plafonner les dépenses totales du gouvernement. De nouveau, au départ, ça marchait, mais maintenant, surtout à cause du Covid, cela est tombé par terre, les plafonds sont tombés par terre. Et bon, il y a toujours la loi
sur les plafonds des dépenses, mais maintenant, on essaye en fait de tout ce qui est important, enlever du plafond, donc enlever de sortir du plafond certaines dépenses qui finalement fait que le plafond ne sert plus à rien. Et il y a eu aussi une réforme partielle du système de retraite cette année. Il y a d'autres réformes qui vont nuire à des groupes d'intérêt spécifiques. Par exemple, quand on donne des exonérations fiscales, après supprimer ces exonérations, cela n'est pas très populaire. Et ces gouvernements actuels de Bolsonaro, qui est en train de partir, ils ont en fait augmenté encore plus les exonérations fiscales et les diminutions d'impôts. Donc, dans ce sens-là, ça n'est pas allé dans le bon sens. Ensuite, il y a des mesures qui sont difficiles à concevoir et à mettre en œuvre. Par exemple, changer la bureaucratie, changer justement ces systèmes de paiement d'impôts, par exemple. Et là, c'est très compliqué parce qu'on a besoin de beaucoup de connaissances et beaucoup d'intérêts qui sont impliqués là-dedans. Donc là, ça devient un peu compliqué. Et finalement, il y a certaines mesures qui manquent de soutien politique, comme par exemple changer le système politique lui-même. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le système politique brésilien fait en sorte que c'est une de, je voulais dire les sources de corruption, mais le système politique brésilien, on a beaucoup de partis, donc c'est très fragmenté, donc ça devient très difficile d'avoir une majorité dans le Congrès, et finalement, parfois, on fait recours à des ressources pas très républicaines pour avoir des soutiens au Congrès. C'est ça qui s'est arrivé. Bon, maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui va commencer en janvier, qui a été élu fin octobre, qui va commencer son gouvernement en janvier. Et quels sont les défis là? Bon, maintenant, Lula, il prend sa présidence dans une situation très différente de son premier mandat qui a commencé en 2003. Maintenant, il a cette faible croissance du PIB. L'économie ne s'est pas encore redressée de la crise de la récession de 2015-2016. Le PIB est toujours inférieur à celui de 2014. Donc, de ce côté-là, ça ne va pas trop. L'inflation, elle est aussi croissante. Bolsonaro, il a réussi à contrôler un peu l'inflation grâce à une baisse des taxes sur les carburants, une baisse d'impôts qui en fait empirer la situation fiscale du Brésil. Donc, il a mis un pansement d'un côté, mais ça a découvert de l'autre côté. Et en gros, nous avons aujourd'hui un pays qui est très divisé. Les résultats des élections étaient très serrés. C'était moins de 2% d'écart entre les deux candidats. Et il y a aussi une division régionale où certains États sont plutôt majorité Lula et d'autres plutôt majorité Bolsonaro, divisés grosso modo entre nord et sud du pays. Et Lula commence son mandat avec beaucoup d'opposition. Et quand on regarde le monde, c'est pas une situation très très glorieuse non plus. La situation économique extérieure est plutôt défavorable et incertaine. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. J'espère que ça a été clair. Christina, je pense que ton exposé a très bien complété, renforcé la présentation de Jens. On voit donc à nouveau ce modèle de développement qui est un peu coincé dans plusieurs goulots d'étranglement. Je ne sais pas appeler ça un piège de revenus intermédiaires, mais clairement, le Brésil est entré dans les années 2000 avec cette impression qu'il y avait un palier qui avait été franchi. Et puis à nouveau, on sent qu'il y a plein de domaines de politique économique et des problèmes structurels dans l'économie qui bloquent. Donc un effet système qui serait beaucoup plus vertueux. Merci beaucoup. Donc, Carlos, maintenant tu as donc la parole. Donc, Carlos, tu vas essayer de donner, disons, une perspective un petit peu plus géopolitique, n'est-ce pas,
ce rôle du Brésil dans la mondialisation. Moi, je me souviens effectivement, dans les décennies précédentes, il y avait cette volonté un peu de jouer aussi cette coopération sud-sud. Alors, qu'en est-il de ce rôle du Brésil dans la mondialisation, qui est ce rôle du Brésil comme ce qu'on pourrait appeler un global player, hein. Donc, tu as la parole pour 10-15 minutes. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joachim, bonjour à tous les membres de cette table ronde. Je suis très content de participer avec vous, d'intervenir sur un sujet effectivement non seulement important, parce que lorsqu'on voit la place du Brésil dans le monde, il s'agit en effet d'un pays émergent parmi ceux qui comptent. Et puis parce que en plus la propre actualité a été particulièrement chargée en termes de référence au Brésil, et ces derniers temps, nous le savons tous, du fait des élections récentes qui ont eu lieu dans ces pays. Et j'avais, bon, j'ai peut-être mal compris, je vois que je suis le seul qui n'a pas de présentation PowerPoint, mais j'avais quelques éléments des graphiques, mais malheureusement c'est un peu difficile maintenant de les récupérer, mais j'ai fait l'allusion, et ça pourrait être disponible pour ceux qui en voudront, par la suite, parce que mon idée c'était, de manière je pense assez complémentaire par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, d'aborder la problématique de l'avenir du Brésil dans la mondialisation, et tenant compte justement un peu en toile de fond de ces éléments qui ont été déjà donnés. Et donc, c'est très bien que je n'ai pas à réitérer ou à dire des choses déjà dites sur les caractéristiques centrales de cette économie qui est la 9e économie mondiale et qui a effectivement une croissance relativement médiocre, assez médiocre ces dernières années, qui a été fortement touchée par la récession, comme on l'a rappelé là, au milieu de la décennie passée, et que se redresse, mais qu'il y a des grandes difficultés en termes de productivité, d'éducation, des problèmes structurels importants, en termes de déficit public et de dette publique, ça a été rappelé également, et puis probablement du fait des évolutions récentes du point de vue électoral, non seulement des facteurs strictement économiques à gérer, tels qu'une inflation importante, même si, comme cela a été rappelé aussi, le Brésil a été assez pionnier dans cette perspective d'y faire face avec une politique monétaire restrictive de façon très tôt, pour ainsi dire, par rapport à la conjoncture économique internationale actuelle, mais aussi une situation de difficulté en termes de gouvernabilité, pourrait-on dire, étant donné la composition du Parlement et le caractère très serré de l'élection finalement, où l'ex-président Lula redevient président puisque il a été donc vainqueur. Et tout ceci étant dit, maintenant je vais peut-être développer, et ça peut-être pourrait aussi être utile pour amorcer la discussion, quelques éléments en termes d'indicateurs d'insertion économique internationale, d'insertion du Brésil dans la globalisation, et puis par rapport à ce que Joachim a dit, effectivement, un deuxième moment, plus des éléments, on pourrait dire, des stratégies du Brésil pour s'insérer dans cette globalisation. Alors, pour ce qui est des indicateurs, j'essaierai très synthétique, mais si l'on regarde d'une part la présence du Brésil dans les échanges commerciaux internationaux, c'est une présence importante et qui a été encouragée, favorisée au cours des dernières décennies par un processus d'ouverture commerciale. Cela a été rappelé aussi et développé dans le cadre de réformes structurelles des années 90 du siècle dernier, et qui un point important dans les échanges internationaux qui reste néanmoins assez stable et modeste finalement, puisque le Brésil ne représente que 1,2% des échanges globaux et internationaux, et donc un pays qui en vérité est important mais pas forcément systémique à ce niveau-là. Ceci est à signaler, disons que à soulever que le Brésil est le 27e exportateur mondial en 2020-2021, alors que je disais tout à l'heure, c'est la 9e économie au niveau mondial. Bien évidemment, et ceci
est important parce que le Brésil a noué au cours des dernières décennies, des 2 dernières décennies, en relation, une réorientation très importante dans l'orientation géographique de ces échanges internationaux, avec un poids très important de la Chine, qui n'était pas à ce niveau-là il y a une vingtaine d'années. Les États-Unis avaient comme partenaire commercial plus important les États-Unis. Or, aujourd'hui, c'est la Chine qui reçoit à peu près 30% de ces exportations du Brésil. Les États-Unis sont descendus à quelque chose qui est à l'ordre de 11-12%. Et au cours de ces dernières années, ça a été une constante, même s'il y a bon an, mal an, des évolutions de ce point de vue-là. Bien sûr, 2020 avec la pandémie est tout à fait singulier. Mais ce que l'on peut signaler aussi de manière importante pour ce qui est de l'insertion du Brésil dans la globalisation, c'est son insertion commerciale externe qui est fortement marquée par cette réorientation qui a été déjà évoquée vers le secteur non manufacturier, même si le Brésil reste le parc industriel fondamental de l'Amérique du Sud, du fait des évolutions qui sont produites dans les années 50, 60, 70, voire 80, 90. Mais on constate une reprimalisation de l'économie importante qui s'exprime par le simple fait, dans cette insertion commerciale du Brésil, que, disons, les produits manufacturés, qui représentaient 25% des exportations totales du Brésil en 2005, les produits non manufacturés, qui représentaient 20%, 25% des exportations totales du Brésil dans 2005, représentent plus de 50%, 52% selon les chiffres de 2021. Donc, bien évidemment, ceci allait de pair ceci va de pair avec une importante diversification sur le plan de l'orientation géographique des échanges internationaux. Il y a, on a dit, la Chine, l'Asie, qui a gagné du terrain. Il y a l'Afrique aussi, qui a aussi une composante importante des échanges internationaux du Brésil, environ 5%. Mais en tout état de cause, ça reste un élément important de l'insertion internationale du Brésil, l'insertion commerciale, avec cette caractéristique-là, qui est quand même une certaine, on va dire, fragilité, pour le dire d'un mot, la relativement faible valeur ajoutée, n'est-ce pas, des exportations brésiliennes dominantes et croissantes au cours de ces 2 dernières décennies, les secteurs primaires, notamment l'agribusiness, comme nous le savons sans doute tous. Deuxième élément important des faits ou des grandes tendances, l'insertion financière internationale du Brésil. Le Brésil, du fait de son ouverture économique générale dans le cadre des réformes des années 80, surtout 90, avec Collor de Mello, puis Fernando Henrique Cardoso, qui n'ont pas été sur plusieurs points contrariés par les évolutions également ou les orientations du gouvernement Lula dans les années 2000, s'est inséré davantage sur la scène financière internationale, dans la scène financière internationale. Et puis, évidemment, il peut y avoir plein d'indicateurs sur ça. Il y a sans doute une croissance de l'endettement extérieur du Brésil. On a parlé déjà de la montée de la dette publique du Brésil, du fait des déficits budgétaires importants que l'on a constatés ces dernières années. On rappelle toujours que la dette publique faisait au début des années 2000 65, un peu plus % du PIB, ça va au-delà de 90% actuellement. Mais il y a une partie de cette dette qui est extérieure. Ça n'a jamais été le grand problème de la dette brésilienne, la dette extérieure publique. Néanmoins, du fait de cette internationalisation financière, il y a une composante importante de dette extérieure privée du Brésil. Ça, c'est à souligner et à soulever. C'est une tendance aussi des dernières décennies. Le Brésil est aussi très ouvert sur le plan de l'investissement étranger direct, malgré les rigidités ou difficultés que l'on peut constater ici et là. J'avais un beau graphique qui montrait l'évolution sur le long terme du stock d'investissement étranger direct rapporté au PIB brésilien. Et finalement, on constate qu'il y a une tendance croissante. C'était 30% en 2000, dans les années 2010. Ça monte à 40% à l'entrée de la deuxième décennie
de ce siècle. Et puis, en 2020-21, on le situait à 50%, c'est-à-dire un degré d'ouverture sur ce plan-là assez proche de celui du Mexique, qui est aussi une économie très ouverte à l'investissement étranger direct, et nettement plus ouvert que, par rapport à cet indicateur-là, que d'autres pays, grands pays émergents comme la Turquie ou l'Inde. D'ailleurs, on constate sur ces dernières années que le réinvestissement des profits est un ingrédient important de cette montée du stock des investissements étrangers directs. Ce que l'on ne retrouve pas toujours, je regarde que les flux des investissements étrangers directs entrant au Brésil. Et puis, également, une économie insérée sur le plan financier également de manière importante, puisque, et notamment de l'investissement étranger direct, puisqu'il y a des multilatinas, comme on dit, d'origine brésilienne, des firmes multinationales brésiliennes qui sont aussi très actives dans l'investissement international à l'étranger. Alors, donc on a affaire à un pays qui est relativement bien inséré, même si on a ces bémols à apporter à l'insertion commerciale, et même si effectivement une combinaison de facteurs qui pourraient être associés aux évolutions de la dette publique interne et un problème que l'on ne voit pas à l'heure actuelle en matière de réserve de change pourrait précipiter des problèmes aussi pour ce qui est de l'endettement extérieur, notamment privé. Mais ça, c'est plus si on pense à la possibilité d'être facteur de perturbation dans la mondialisation du Brésil, chose que pour le moment on ne voit pas, et en tout cas on ne le voit pas comme quelque chose d'imminent. Et puis un pays qui est très inséré sur le plan financier du côté de l'investissement étranger direct, puisque ça reste un pays d'une taille, comme nous le savons tous, considérable parmi les grandes économies sur le plan international, et donc toujours intéressant de ce point de vue-là. Le nombre de grandes firmes multinationales qui sont présentes est très élevé, et on a tendance à dire que, par exemple, si on regarde la situation de la France, c'est un pays qui a toujours tiré, disons, les investissements français depuis déjà plus d'un siècle, et que de ces côtés-là, jusqu'à une date récente au moins, le stock d'investissements étrangers d'origine française était plus important au Brésil qu'en Chine, malgré la poussée des investissements étrangers, notamment aussi d'origine française, dans ces pays dont l'importance systémique est cruciale, comme nous le savons tous, la Chine. Alors, un pays qui est inséré dans la globalisation, qui peut, mais ça ne semble pas évident, être facteur de perturbation dans l'évolution de la mondialisation, mais on ne le voit pas à court terme, ça c'est mon analyse en tout cas. Qu'en est-il dans l'autre volet, plus l'indicateur, orientation stratégique, et c'est là où j'en viens, pour terminer, et laisser des éléments sans doute pour la discussion, à le point qu'évoquait Joachim, c'est-à-dire, bon, un peu des orientations géoéconomiques et géostratégiques du Brésil dans la globalisation. On pourrait dire que le premier élément à souligner, c'est qu'il y a une orientation claire depuis les années 90 et il y a des évolutions récentes qui semblaient mettre en cause certaines de ces orientations claires dans la période plus récente justement du président Bolsonaro, qui termine son mandat donc bientôt, en janvier 2023. Les orientations qui restent dans les temps, c'est une orientation justement d'ouverture et d'intégration à la globalisation. Ça, en termes généraux, ça n'a pas été mis en cause au cours de ces dernières années. C'est une orientation qui vient, je disais, des réformes des années 90, du gouvernement Fernando Henrique Cardoso et du gouvernement Lula également, y compris, disons, non seulement en termes d'ouverture par rapport aux échanges internationaux, mais aussi en termes de certaines orientations, on dirait, de politique extérieure économique, pour ainsi dire, et de diplomatie économique et politique des gouvernements brésiliens successifs. Quelles sont ces orientations sur lesquelles on avait une continuité et quelles ruptures se sont produites? Une orientation qui était premièrement, au-delà, disons, enfin, de l'aspect général de la globalisation, un aspect plus particulier, qui était, à mon avis, compatible avec la mondialisation globalisation, qui était la régionalisation ou le régionalisme croissant, que l'on constatait à la fin des années 90 et première décennie de ce siècle, c'est-à-dire
l'intégration régionale. Le Brésil, dans cette stratégie, et ce n'est pas en rapport avec donc, sa participation dans la mondialisation, a joué un rôle accru dans l'intégration régionale depuis les années 90. Mercosur, la création du Mercosur, donc le Brésil intégrant un espace spécifique d'intégration régionale en Amérique latine, chose qui n'existait pas auparavant, avec l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay initialement. Après, il y a eu des associations, d'autres pays qui sont entrés, sont sortis, mais ça, c'est un ingrédient important. Puis, en termes plus géopolitiques, l'UNASUR, l'Union des Nations du Sud, qui est en partie une initiative brésilienne, avec d'autres acteurs de la région sud-américaine, un espace de concertation et de coopération spécifiquement sud-américain, et qui va touche plutôt les aspects diplomatiques et politiques, et même une participation, même si ça, le rôle en termes de protagoniste n'est pas aussi marqué que dans le cas de l'Amérique du Sud, dans la création de la communauté, n'est-ce pas, des États de l'Amérique latine et du Caraïbe, la CELAC, créée en 2010-2011, UNASUR pendant la première décennie de ce siècle, et puis au début des années 90, 1991, le Mercosur. Mais ceci est allé de pair aussi avec une projection internationale accrue du Brésil, où l'on trouve la participation dans les BRICS, un renforcement de la dynamique des relations avec l'Afrique, y compris politique, avec une impulsion renforcée de ce que l'on appelle les PALOP, des pays, n'est-ce pas, de langue officielle portugaise, mais qui va lier aussi à des échanges, à des implantations importantes des entreprises brésiliennes dans les pays africains lusophones, Angola, Mozambique, etc. Également, et ce n'est pas sans rapport avec cette idée de jouer un rôle en termes de production internationale accrue, l'orientation de chercher à être un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En d'autres termes, ce qui était évoqué par Joachim, une idée de développer un rôle ou jouer un rôle de global player sur la scène internationale. Et je vous pourrais donner d'autres éléments, mais je pense que ces éléments-là sont assez suffisants. Eh bien, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au cours des dernières années, il y avait la période de Bolsonaro, implique quelques inflexions. Et la question que l'on devrait se poser, c'est dans quelle mesure la nouvelle équipe qui va prendre les rênes du pouvoir, en tout cas du pouvoir exécutif au Brésil, avec l'arrivée du président Lula, va réinfléchir ça ou pas, et comment ça s'articule avec le rôle, la présence générale du Brésil dans la mondialisation. Eh bien, quelques inflexions ont été produites par la gestion Bolsonaro. Notamment, nous avons vu qu'on n'a pas eu la même orientation, disons, de renforcement de cette dynamique d'intégration régionale. Il y a eu même quelques contentions importantes avec d'autres pays, des alliances avec d'autres dans la région latino-américaine. L'UNASUR a été désactivé par l'initiative du président Bolsonaro et des autres gouvernements ayant une orientation plus à droite, pour ainsi dire, si on peut parler en ces termes-là, par rapport au contexte politique de la région dans les années 2000-2010, avec le président Lula, mais d'autres présidents latino-américains que l'on situe habituellement dans un schéma de gauche ou de gauche ou de centre-gauche. Il y a eu également une beaucoup plus faible action en termes de protagonisme dans le sens des BRICS. Initialement même, un positionnement un petit peu marquant quelques distances par rapport à la Chine. Après, le pragmatisme, me semble-t-il, s'est imposé et le rôle central en tant que premier partenaire commercial de la Chine a été à jouer à plein. Mais il y avait une certaine réticence par rapport à ça. Et je dirais que en termes globaux, n'est-ce pas, on a vu perdre du poids à cette perspective de jouer un rôle de global player. On pourrait même dire, je l'avais dit dans une conférence, ça avait suscité pas mal de discussions, à un moment, au début de la gestion Bolsonaro, qu'on était en train d'orienter le Brésil du rôle de global player à un rôle de pro-Trump player, c'est-à-dire une proximité très grande vis-à-vis de l'administration Trump, n'est-ce pas, et aux États-Unis, qu'on n'avait pas vu ce type de proximité d'orientation du gouvernement brésilien avec un gouvernement des États-Unis, même pendant la période où coexistaient Obama et Lula. Donc, on pourrait dire maintenant que cette orientation-là était une orientation plutôt pro-Trump
player avorté, puisque nous savons que la défaite de Trump a quand même laissé un peu orphelin de ce point de vue-là le président Bolsonaro. Voilà les éléments que je voulais vous laisser, Joachim, pour compléter, j'espère, ce qui a été dit précédemment lors de cette table ronde. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour des questions, pour des échanges que sans doute, je l'espère, seront très intéressants. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Hein. C'était vraiment très, très intéressant de cette perspective plus globale et géopolitique que tu as donnée. Alors, je voudrais encourager les participants à poser des questions sur le chat. Alors, vous avez un petit bandeau là qui vous rappelle, il faut envoyer un SMS au 07 67 84 64 67. Donc 07 67 84 64 67. Donc, posez vos questions. Hein. Alors, peut-être pour continuer le débat, moi je voudrais maintenant peut-être faire un deuxième tour rapide donc des trois présentations. Je ne sais pas si vous avez des questions entre vous, c'est-à-dire s'il y a des choses qui vous ont fait réagir parmi les trois présentations. Et je voudrais aussi vous demander de réfléchir un petit peu à cette question, c'est-à-dire que parmi tous ces problèmes structurels que vous avez évoqués, il y en a qui sont plus importants, plus bloquants que d'autres. Hein. Je me souviens de ce papier de Danny Roderick avec Ricardo Osman sur les goulottes d'étranglement enfin, de la croissance. Hein. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que parmi tous ces problèmes structurels, il y en a un ou deux qui seraient particulièrement bloquants? Et s'il y aurait un effort en termes de politique économique pour les dépasser, cela aurait donc un effet, disons, entraînant par rapport à d'autres dimensions qu'il faudrait aussi développer. Disons, une économie, c'est un système. Et si dans ce système, les relations sont très complémentaires, il suffit d'avoir quelque chose qui est très mauvais pour tirer l'ensemble vers le bas. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Hein. Donc, est-ce que vous avez, disons, une perception sur cette importance relative des différents problèmes structurels que vous avez évoqués, qui sont, disons, enfin nombreux, hein, parce que c'est clair qu'il y a un palier qui a été franchi en termes de la situation de la stabilité, mais effectivement, sur les conditions structurelles, on a vraiment enfin, l'impression qu'il y a effectivement une situation de blocage. Hein, enfin, clairement, donc ces questions de productivité, donc les problèmes disons, enfin, de distorsion enfin, de la concurrence que Christine donc, a évoqué, et même les questions, disons, de stratégie du Brésil dans la globalisation. C'est sûr que pour en tirer parti de la globalisation, il faut avoir une stratégie. Hein, on sait très bien, par exemple, que la participation des pays dans les chaînes de valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'au début, parfois, a une tendance à diminuer la valeur ajoutée domestique. Hein. Donc, il faut avoir donc une stratégie. Donc, est-ce que vous pouvez donc avoir une réflexion rapide donc à cette question, et aussi, disons, peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez entendu dans les autres présentations. Donc, peut-être redonner la parole très rapidement donc, à Jens. Jens, tu veux 3-4 minutes, une réaction rapide? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Joachim, et merci beaucoup aussi à mes deux copanélistes ici. Je pense que c'était un panel très complémentaire avec des points qui complémentaient bien ce qu'ont dit les autres. Moi, je dirais que j'ai beaucoup d'affinités pour les points évoqués par Christina, notamment en ce qui est les défis de compétitivité, les défis de trouver une bonne balance en matière de politique industrielle, les distorsions qui ont été générées dans le passé et qui ont certainement un certain rapport avec la faible croissance de la productivité que le Brésil a vécu dans les dernières décennies.
Non? Donc, je pense que ça, c'est un point très important et notamment dans ce contexte, je pense que ce que je mentionnerais comme priorité les plus importantes maintenant en matière de réforme structurelle, je dirais d'un côté une réforme du système de tributaire, donc le système d'impôt, qui est excessivement compliqué. Juste pour donner un exemple, il y a un impôt qui ressemble un peu à un TVA, mais qui est dans la main des États. Et le Brésil a plus de 30 États. Et donc, chacun des États a ses règles et définit la base tributaire d'une manière différente. Donc, ça veut dire que pour une entreprise qui veut servir tout le marché national, il faut vraiment se mettre à jour avec plus de 30 systèmes d'imposition différents. Donc, ça crée des énormes défis pour les entreprises et c'est quelque chose qui, au moins d'un point de vue économique, serait très facile à résoudre. Le problème, c'est plutôt du côté politique parce qu'il y a notamment des différences de revenus entre les différents États. Mais donc, ça, je noterai pour d'un côté, et je pense que le deuxième point le plus important pour moi, ce serait ce point sur la concurrence dans les secteurs et ce point de la concurrence qui est faible à notamment deux sources. D'un côté, la régulation domestique, donc des règles qui sont excessivement compliquées et qui réduisent la concurrence entre les entreprises. Et de l'autre côté aussi, les barrières commerciales qui sont toujours très élevées en relation à d'autres pays. Donc, en fait, je ne suis pas 100% sûr si je parlerais du Brésil d'un pays relativement bien inséré. Au moins, je ne le dirais pas par rapport à son potentiel d'insertion dans l'économie globale. Et donc, je pense que vraiment l'économie est toujours retenue par ces barrières commerciales tarifaires et non tarifaires qui restent relativement élevées, qui imposent des coûts des intermediate inputs, non? Et aussi des biens de capital très élevés pour les entreprises qui produisent au Brésil. Et donc, je pense que tout ça nous mènerait à un énorme potentiel d'augmenter la productivité, d'augmenter la compétitivité de l'industrie et de l'économie brésilienne avec des réformes structurelles. Et je voudrais dire que ce n'est pas vraiment juste une question de croissance, mais il faut aussi voir que toute cette trajectoire de réduction des inégalités et de réduction de la pauvreté que le Brésil a eue depuis l'année 2000, c'était surtout grâce à une croissance relativement forte. Donc, la croissance au Brésil, on voit tout de suite que ça se traduit dans une amélioration des indicateurs sociaux. Ça crée des travaux mieux rémunérés. Donc, c'est vraiment très important de voir cela d'un contexte de bien-être général et non pas seulement d'un contexte de croissance pure économique. Merci Jens. Effectivement, donc en termes des priorités, tu mettrais donc l'accent sur cette réforme tributaire. Il faudrait pour cela que le gouvernement fédéral ait un peu disons des leviers, des degrés de manœuvre en quelque sorte pour faire cette réforme, pour jouer donc un rôle leader dans cette réforme, de recréer en quelque sorte un pacte fédéral. Et puis cette question de la concurrence. D'ailleurs, Christine, il y a ici donc une question, donc à nouveau cette question qui est très récurrente, c'est la spécialisation primaire est-elle vraiment donc un handicap? Quelle est un peu donc ta réaction à ce que tu as entendu et donc à cette question sur la spécialisation? En fait, je ne vois pas les spécialisations primaires en soi comme un handicap. OK. Ce qui est un handicap est ces problèmes dont Jens mentionnait avant. C'est les structures de les institutions les structures du fonctionnement de l'économie qui est très compliquée, qui rend très difficile de faire des business au Brésil. Et finalement, nous avons un avantage comparatif sur les secteurs agricoles et on est
tellement productive en agriculture que même avec toutes ces complications, on arrive à produire dans le secteur agricole et on arrive à être productif et compétitif internationalement dans le secteur agricole. Pour le secteur industriel, avec toutes ces complications, on n'y arrive pas. Et la solution n'est pas faire quelque chose pour empêcher l'agriculture de grandir, parce qu'en fait, c'est une force du pays. On ne peut pas nier la force que nous avons. Mais ce que nous devons faire, c'est profiter de cette puissance que nous avons côté agriculture pour utiliser peut-être les ressources que nous générons pour cette source-là, pour créer cette playing field, comme dire, le level playing field, pour créer une aire de jeu qui soit équitable pour les entreprises et pour qu'elles puissent trouver leur chemin et bien se développer dans un système qui soit plus comment dire, qui marche mieux, où les entreprises peuvent grandir. Donc, les problèmes, c'est pas l'agriculture. Les secteurs primaires au Brésil, c'est plutôt une source de revenus, c'est plutôt une solution d'un certain côté, mais il faut en fait, parce que ce que les gouvernements d'avant ils faisaient, comme il y a toute cette complication et les entreprises, l'industrie a du mal à grandir dans ces complications, ils mettent en place des politiques industrielles qui vont créer encore plus de distorsions, parce que là, on n'arrive pas à faire, donc ils vont aider quelques-uns au dépit des autres. Et là, c'est la pire des choses, parce qu'on ne trouve pas une solution pour les problèmes de fond, et on crée encore plus de distorsions. Oui, c'est ça. Non, effectivement, il y a vraiment une question de cohérence, c'est-à-dire en quelque sorte, ces potentiels de productivité qui existent et qui a été utilisé dans le secteur des ressources et dans l'industrie agroalimentaire pouvaient avoir des effets de spillover, par exemple sur le développement donc industriel, mais en fait, le manque de cohérence donc de politique, le fait que tu as effectivement, comme tu as mentionné, toutes ces distorsions et ce niveau de fin de protection empêche en fait donc ces effets de spillover et d'une certaine façon exacerbe encore plus donc la spécialisation primaire en fait. C'est ça que tu dis. Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, en fait, l'augmentation de la productivité agricole du Brésil est un exemple de comment le gouvernement peut avoir un rôle important et efficace et dans les bons sens. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a une entreprise, un institut de recherche qui s'appelle Embrapa, qui est un institut de recherche gouvernemental qui fait les recherches de base et que c'était grâce à la recherche d'Embrapa que on a développé des technologies, des séments, des grains qui sont plus adaptés à certaines parties, à la savane brésilienne qui avant était complètement improductive. On a développé des grains qui étaient adaptés à cette savane. On a développé des ingrants, je ne suis pas une spécialiste sur ça, mais on a développé des ingrants aussi biologiques ou plus adaptés à la géographie brésilienne. Et avec les résultats de cette recherche qui a été financée par le gouvernement, on sait bien que la recherche, c'est plus compliqué pour les secteurs privés de financer la recherche dans certains secteurs, mais donc ils ont créé ce développement technologique et après, les résultats de la recherche étaient disponibles à tout le monde. Donc, tous les agriculteurs qui voulaient en profiter, c'était disponible, ils pouvaient profiter. Et c'est comme ça que le Brésil est devenu cette puissance agricole. C'était pas parce qu'on a simplement naturellement de bonnes terres. C'était pas comme ça. C'était pas le cas avant, parce qu'il y avait une grande partie du territoire brésilien qui n'était pas fait pour l'agriculture, que ce n'est pas adapté à l'agriculture. Et maintenant, on peut l'exploiter à cause de ces avancements technologiques. Merci beaucoup. Carlos, est-ce que tu as envie de réagir à tout ce qu'on a dit, cette question de cohérence aussi des politiques, du modèle? Oui, je crois que bon, je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Et d'ailleurs, je précise quand je dis que c'est peut-être que je me suis mal exprimé, bien inséré, je dis plutôt assez inséré, vraiment inséré, mais il y a beaucoup mieux à faire, y compris pour ce qui est de cette spécialisation trop axée sur le secteur primaire.
le Brésil pourrait développer également une industrie d'exportation. Et il en a déjà des éléments, puisqu'il y a Embraer, il y a plein de secteurs qui sont également compétitifs, mais pas suffisamment. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on doit faire mieux, y compris en améliorant toute cette dimension aussi des barrières, etc., et des complexités dont se plaignent souvent les investisseurs étrangers. Alors, pour ce qui est de ma réaction, et surtout, je serai sensible à l'argument de cohérence, j'appelle ça la cohérence des politiques de développement. Si nous regardons, par exemple, ce qui a été fait dans un domaine particulier dans la période Lula, 2002-2010, on constate que finalement, les améliorations que l'on constate en matière de répartition des revenus, de diminution de la pauvreté, ce n'est pas essentiellement, beaucoup d'études l'ont montré, les politiques sociales, Bolsa Famille, etc., Bourse Famille, etc., qui ont été, disons, des politiques qui ont renforcé une dynamique déjà existante, et c'était très bien ainsi, des transferts monétaires conditionnés, etc., mais une nouvelle modalité de formation des salaires nominaux qui s'est traduite par des hausses des salaires minimaux et une progression importante du salaire réel qui n'est pas allée de pair avec une progression de la productivité et qui du coup a créé des problèmes de compétitivité, notamment dans un contexte de cette époque-là, des taux d'échange surévalués à ces secteurs industriels. Donc, il y a une politique sociale qui a des ingrédients de politique économique aussi, parce qu'elle favorise, renforce la demande domestique, mais qui n'est pas tout à fait compatible avec les évolutions qui auraient dû avoir lieu du côté de l'offre, et notamment du côté de l'industrie. Donc, je crois que là, il y a un problème de cohérence des politiques de développement que, en effet, disons, il faudrait envisager en sachant qu'il y a un timing différent et que ces politiques pour obtenir une transformation du côté de l'offre ne se font pas du jour au lendemain. Et là, j'ajoute un élément, un ingrédient qui pourrait jouer un rôle, n'est-ce pas, et que peut-être ça pose la question d'une recherche renouvelée sur la façon de produire un renouvellement industriel du Brésil, de la même manière qu'il y a effectivement cette recherche sur la question agricole et agro-industrielle, et qui est effectivement un ingrédient important de l'évolution, de la trajectoire qu'a connu le Brésil sur ce plan-là ces dernières années, ces dernières décennies, je dirais même, c'est qu'il faut qu'on introduise la dimension éducation également comme un ingrédient important. On a relevé, on a souligné les problèmes du Brésil sur ce plan-là. PISA, etc., ça a été très bien dit. Or, il y a un effort à faire, comme d'ailleurs dans d'autres pays avec des modalités différentes de l'Amérique latine, pour qu'il y ait une formation beaucoup plus adaptée aux évolutions probables futures de l'appareil productif, aux transformations technologiques en cours, bien entendu, pour développer davantage des techniciens supérieurs, des techniciens spécialisés, qui seraient à même justement de favoriser cette évolution de l'industrie. Enfin, un dernier point, je pense qu'en effet, je coïncide totalement en disant qu'il ne s'agit pas comme on dit en français, de déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller contre l'agriculture ou l'agro-industrie pour développer l'industrie. Le secteur agricole et agro-industriel a des avantages comparatifs énormes, disons, au Brésil, comme d'ailleurs en Argentine. Il ne s'agit pas, c'est les sources de revenus du pays, en quelque sorte. Mais là, il y a une question fondamentale qui n'a pas trait à la limitation du secteur, mais à la régulation concernant les problématiques de l'environnement. Ça, c'est clair, me semble-t-il, un point central et qui pourrait permettre au Brésil, je termine là, de nouer de nouvelles alliances sur le plan de la international, donc réorienter un petit peu son insertion dans la globalisation, puisque je trouve que sur ce plan-là, il y a une possibilité de rebond dans les relations Brésil-Europe, par exemple, pour ce qui est en tenant compte davantage de la problématique de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, et qui pourrait avoir en contrepartie, disons, une contribution accrue de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, etc., en matière, par exemple, de formation technique et professionnelle, les questions que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ma réaction à ce qui a été dit, Joachim, de manière très synthétique, bien entendu. Merci beaucoup, Carlos. On s'approche de la fin de cette discussion très intéressante.
Il y a ici dans le chat une question un peu précise sur la question de la sidérurgie et des ressources liées aux mines de fer. Je sais pas, peut-être Christine, tu veux dire quelque chose très rapidement là-dessus? Où devient la sidérurgie et les mines de fer? Bon, là, c'est un autre exemple d'une bonne façon que le gouvernement brésilien, il y a longtemps, a fait pour aider l'industrialisation au Brésil. Dans les années 40 et 50, c'était dans les années 40, ils ont créé la compagnie sidérurgie nationale, ils ont créé la compagnie de minération Vale do Rio Doce, et ils ont créé une autre compagnie pour produire les produits chimiques. Et cette industrie-là, c'était la base, c'était en fait les trépieds pour créer les conditions nécessaires pour que l'industrie puisse développer au Brésil. Et à l'époque, c'était très important parce que c'était un investissement très important et très risqué. Parce que si finalement l'industrie ne se développait au Brésil, ce serait un investissement perdu. Donc, de nouveau, c'est un exemple de comment le gouvernement peut aider en donnant les conditions nécessaires pour tout le monde, une base pour tout le monde, pour que les entreprises puissent elles-mêmes se développer sur cette base. Mais je n'ai pas de détails de ce qui se passe en ce moment. J'ai plutôt la vision historique de la sidérurgie au Brésil. Merci beaucoup, Christine. Bon, je pense que là, on commence à converger donc, vers la fin. Nous avons dit que nous arrêtions cette session à 3h30, donc il est 3h27. Je ne sais pas, bon, moi, c'est très difficile de faire une sorte de conclusion à une session comme ça, donc si riche. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans mon expérience donc à l'OCDE, parce que j'ai quand même travaillé pendant longtemps à l'OCDE, j'ai vu beaucoup de pays donc émergents, même en développement. Et ce qui me frappe toujours, c'est cette question de passage entre l'analyse, l'identification de ce qu'il faut faire, et puis de comment le mettre en œuvre. Et comment le mettre en œuvre, c'est toujours les questions de gouvernance. Et très souvent, quand même, mon expérience me dit quand même que c'est à la fin la gouvernance qui fait la différence. C'est vraiment la capacité des gouvernements à atteindre un certain niveau de cohérence, hein, en termes de la formulation de politiques économique, d'avoir effectivement une conscience, une perception des points très faibles qui peuvent tirer l'ensemble du système donc vers le bas. Et cet investissement donc dans la gouvernance, c'est quelque chose qui est pas, disons, qui est pas facile du point de vue politique. C'est un investissement qui est peut-être un soft investment, c'est donc en quelque chose qui est difficile, disons, aussi à mesurer empiriquement. Comment mesurer la qualité des politiques, comment mesurer la coordination, la qualité de la coordination des politiques économiques, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Évidemment, tout ça est aussi lié avec d'autres dimensions de gouvernance, comme des questions d'institutions, la corruption et tout ça. C'est deux domaines qui sont un petit peu plus qualitatifs, difficiles à mesurer donc empiriquement, mais j'ai l'impression que quand je regarde le Brésil, cette idée que c'est un pays de potentiel et on peut identifier, disons, les stratégies qui pourraient être mises en œuvre, disons, pour mobiliser ce potentiel, et puis il y a toujours ce blocage qui est toujours présent. Je pense que donc ces questions de gouvernance sont très importantes. Donc voilà, je pense que tous les quatre, on peut souhaiter à la nouvelle administration beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses, hein, parce que donc les défis sont immenses. Et c'est vrai aussi que le contexte international actuellement n'est pas le plus favorable. Hein. Enfin, comme tu as dit, Christine, c'est vrai que dans la première expérience de présidence de Lula, les conditions étaient beaucoup plus favorables, à la fois internes et externes. Là, la situation donc a changé. Donc, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Souhaitons bonne chance à la nouvelle administration et bonne chance donc au Brésil et aux Brésiliens.
Merci beaucoup donc à vous pour votre participation, ici aussi évidemment aux Journées économiques de Lyon, de nous avoir permis d'avoir cette discussion. Merci. Merci.